Dans quelques mois, le gouvernement canadien pourrait légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives. En prévision de ce changement, les experts se demandent comment cela pourrait se faire de manière sécuritaire, notamment en ce qui concerne la conduite automobile. Notre équipe s'est rendue aux Pays-Bas et en Belgique, deux pays qui ont déjà une longue expérience dans le domaine. L'ambiance est à la fête. L'atmosphère se détend. Une sensation agréable vous envahit. Plus rien n'a d'importance. Vous vous sentez tout simplement bien. Mais la fête tire à sa fin. Il faut rentrer chez soi. Vous êtes un peu confus, mais vous finissez par retrouver votre véhicule. Malgré tout, vous vous sentez en état de conduire. Vos mouvements sont lents, tout va bien, jusqu'à ce qu'un imprévu arrive. Et là, pas le temps de réagir. Conduire sous l'effet du cannabis. Cette situation pourrait devenir de plus en plus fréquente dans les prochains mois. Un projet de loi pour légaliser la marijuana sera déposé ce printemps au Canada. Un changement qui amène son lot de questions. Peut-on prendre le volant après avoir consommé du cannabis et si oui, dans quelle mesure? De l'autre côté de l'Atlantique, un pays fait face à cette situation depuis plus de 40 ans, les Pays-Bas. Amsterdam est célèbre pour ses coffee shops, ces lieux où l'on peut acheter et consommer du cannabis librement, même si la substance n'y est toujours pas légale, car seule la consommation est tolérée, comme l'explique Derek Bergman, militant pour la légalisation du cannabis aux Pays-Bas. En ce moment, c'est vraiment une situation ambiguë et paradoxale. Et ça ne peut pas durer. Vous pouvez acheter de petites quantités de cannabis dans les coffee shops à travers le pays. Mais c'est encore illégal d'en produire. Puisque le cannabis néerlandais provient surtout du marché noir, sa composition n'est pas toujours bien connue. Plus d'une centaine de cannabinoïdes se retrouvent dans les trichomes, ces filaments translucides à la surface des feuilles de la plante Cannabis sativa. Parmi eux, le tétrahydrocannabinol, ou THC, est le responsable de l'effet tant recherché. Une fois dans le cerveau, cette molécule se lie à des récepteurs de cannabinoïdes. Cela déclenche la production de dopamine et une sensation de bien-être se fait alors ressentir. Mais le THC a aussi des effets néfastes. Il réduit l'attention et la concentration. Il affecte la mémoire et la perception du temps. La coordination devient ardue. Dans certains cas, il peut même mener à des psychoses. Une autre molécule bien connue est le CBD, le cannabidiol. Cette molécule ne procure pas d'euphorie, mais elle peut atténuer les effets néfastes du THC. En raison de ses propriétés thérapeutiques, le CBD est très recherché dans la marijuana médicinale. Mais d'une plante à l'autre, les concentrations de ces cannabinoïdes ne sont pas toujours les mêmes. C'est pourquoi, à Amsterdam, l'organisme Cannabis College offre aux consommateurs de tester leurs marchandises, comme le démontre le président de l'organisme, Andrew Tan. Le cannabis est immergé dans l'alcool. Les cannabinoïdes vont ensuite s'extraire de la plante et se dissoudre dans l'alcool. La chromatographie sur couche mince permet de séparer les différents composants de l'échantillon sur une plaque où chaque point de couleur correspond à un cannabinoïde précis. Dans ces échantillons, vous avez à la fois du THC et du CBD.
Ici, il y a un point orange au-dessus du point rouge. Cela nous indique que les deux échantillons contiennent du CBD. Vous voyez que ces deux autres échantillons ne contiennent pas de CBD, mais seulement du THC. La taille du point nous indique la quantité de ce cannabinoïde. Pour évaluer les effets du cannabis au volant, il faut d'abord connaître les doses de cannabinoïdes inhalés. L'Institut Trimbos à Utrecht analyse depuis 15 ans la composition du cannabis vendu aux Pays-Bas. Le toxicologue Raymond Niessink est un de ceux qui ont mené ces recherches. Chaque année, nous visitons 50 coffee shops aux Pays-Bas. Et chaque année, nous notons la concentration moyenne de THC et nous la comparons à celle des années précédentes. Dans les coffee shops, le cannabis se présente sous deux formes. Les feuilles séchées portent le nom de marijuana, tandis que la résine provenant des trichomes donne du hashish. Ce dernier a une concentration de THC plus élevée que la marijuana. Raymond Niessink constate que le cannabis est beaucoup plus puissant qu'autrefois. Aux Pays-Bas, la concentration moyenne de THC dans la marijuana est passée de 7 % dans les années 90 à plus de 15 % aujourd'hui. Pour le hashish, elle est passée de 14 % à 30 %. Ces concentrations sont semblables à ce que l'on retrouve aujourd'hui au Canada. Par contre, la concentration de cannabidiol, le CBD, est très faible dans le cannabis récréatif. Selon le chercheur, si le cannabis contenait plus de CBD, il aurait moins d'effets indésirables sur les facultés de conduite. Dans les variétés plus puissantes de cannabis néerlandais, il n'y a pas de cannabidiol, donc c'est plus nuisible que ce qu'on trouvait dans les années 80 ou 90. Aux Pays-Bas, malheureusement, rares sont les vendeurs de cannabis qui indiquent la composition de leurs produits. Le problème est que les coffee shops ne peuvent pas tester leurs produits. Ils n'ont pas le droit de le faire. L'idéal serait que la marijuana vendue dans les coffee shops porte une étiquette. On pourrait alors voir sur le contenant si c'est de la marijuana puissante ou encore si elle contient beaucoup de CBD et peu de THC. C'est ce que font les États américains qui ont légalisé le cannabis. Ils exigent que la teneur en THC soit indiquée sur les produits en vente. Le cannabis est plus puissant qu'autrefois, mais à quel point affecte-t-il les facultés de conduite? À l'Université de Maastricht, le psychopharmacologue Johannes Ramakers a mené des études sur des milliers de conducteurs depuis 30 ans, une expérience unique au monde. Nous menons des études avec des consommateurs de cannabis occasionnels et parfois des consommateurs réguliers. Nous leur demandons d'inhaler une certaine dose de cannabis. La semaine suivante, ils doivent boire une certaine quantité d'alcool. Et la suivante, ils inhalent ou ils boivent un placebo. Nous notons les changements de comportement sous l'effet du cannabis, de l'alcool et de la combinaison des deux, par rapport à leur comportement après la prise du placebo. Avant de prendre le volant, les participants passent des tests en laboratoire pour mesurer leur contrôle moteur, leur attention, leur prise de décision et leur impulsivité. Ces facultés sont affectées à la fois par l'alcool et par le cannabis. Ensuite, les participants prennent place à bord d'un véhicule bien particulier. La voiture que nous utilisons est équipée d'une caméra à l'arrière. Elle enregistre continuellement la position de la voiture par rapport à la ligne blanche au centre de la route. Un instructeur évalue aussi la conduite et il peut freiner en cas d'urgence. Une fois prêt, place au test de conduite sur les autoroutes de Maastricht.
Nous pouvons calculer la déviation de la voiture sur une période de temps donnée. Ce mouvement est une bonne indication du niveau de contrôle que le conducteur a sur son véhicule pendant un long trajet. Premier constat, les conducteurs ont un comportement différent selon qu'ils ont consommé de l'alcool ou du cannabis. L'alcool augmente la prise de risque. Je crois que c'est pour cela que les gens prennent le volant, même lorsqu'ils sont complètement ivres. Ils sont prêts à prendre ce risque. Ils perdent leurs inhibitions. L'alcool rend les conducteurs plus téméraires, plus impulsifs. Ils roulent plus rapidement. Sous l'effet du cannabis, au contraire, ils sont conscients de leurs limites. Ils redoublent de prudence. Leur conduite est plus lente, mais ils n'en sont pas moins dangereux. Un des plus grands mythes à ce sujet est que les conducteurs sous l'effet du cannabis ne sont pas dangereux sur la route car ils savent que leurs facultés sont affaiblies et ils s'adaptent. C'est vrai qu'ils sont conscients de leur état et qu'ils essaient de compenser, mais ils échouent. Ils demeurent intoxiqués. En effet, en cas d'imprévu, les conducteurs sous l'influence du cannabis prennent plus de temps à réagir. Ils sont moins attentifs à leur environnement. Ils ont aussi de la difficulté à rouler en ligne droite. Même à des doses normales de cannabis, donc on ne parle pas nécessairement de doses très élevées, nous constatons que la perte de contrôle du véhicule ou la déviation de la voiture est comparable au comportement que l'on observe chez des gens qui ont un taux d'alcool de 0,05%. Et lorsqu'ils ont consommé à la fois du cannabis et de l'alcool, les risques sont accrus. Les résultats des recherches de Johannes Ramekers sont clairs. Le cannabis nuit aux facultés de conduite. Dans ce cas, quelle est la dose maximale que l'on peut consommer avant de prendre le volant? Et comment détecter les conducteurs dangereux? Des questions auxquelles le Canada devra répondre.